Bonjour, bon lundi à vous tous. Lundi 29 juillet, c'est votre émission Aime l'été. Ici Chantal Lavoie, dernière semaine de juillet. On entame notre semaine de belle façon avec des sujets fort divertissants, mais aussi on s'intéresse au deuil, celui de notre animal de compagnie. On parlera d'un zoo aussi situé dans l'ouest de Montréal qui prend bien soin des animaux et un big band vocal, le seul du genre en Amérique, sera au Festivals de Mont-Tremblant cette semaine. Et enfin, l'été, c'est la saison des mariages. Il faut bien en parler de cette fameuse journée que l'on veut mémorable. Voici donc Aime l'été. En détail, à l'émission, on reçoit Nathalie Jredini, directrice de l'éducation de l'Écomuséum, un zoo situé dans l'ouest de l'île de Montréal qui met en vedette des animaux du Québec dans un cadre naturel et qui protège en même temps ces animaux. On va également parler, du deuil animalier avec la vétérinaire Valérie Bissonnette. Perdre notre animal de compagnie, c'est une épreuve qui est parfois difficile à partager. Le jazz s'invite à Mont-Tremblant. On reçoit Vincent Morel qui va se produire au Festivals cette semaine avec son ensemble vocal Bémol 9, cet ensemble qu'il a fondé il y a 40 ans. Mais pour commencer, on accueille dans un instant Valérie Bigras, organisatrice de mariage. Bienvenue à Aime l'été. Et oui, Aime l'été, on commence la semaine de belle façon avec Nathalie Barrette. Bonjour Nathalie. Bonjour, comment vas-tu? Bien, et c'est sûr que depuis qu'on s'est vu vendredi, il y a eu la cérémonie des Jeux olympiques. Alors, je pense que tout le monde a suivi ça sur la planète. Oui, j'ai suivi aussi. Puis comme, en fait, moi, je n'aime pas critiquer ce que je vois parce qu'on sait le travail qu'il y a derrière tout ça. Mais j'ai trouvé ça très audacieux, j'ai trouvé ça spectaculaire. Je trouve ça dommage, la température. Mais c'était un spectacle vraiment formidable. Ouais. Mais ça n'a pas trop dérangé, la température, finalement. Ça, non. Je sais pas, finalement, Paris était très mis en valeur. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Oui. Alors, de mettre en valeur autant Paris, ça a été magnifique. Mais j'étais contente d'être derrière, en fait, d'être à la maison parce que les gens sur place ne devaient pas tout voir. Oui, exactement. C'était vraiment un spectacle fait pour les téléspectateurs. Tout à fait. Tu as bien raison. Et puis, écoute, dans un instant, on va parler, on change de sujet. Oui. On va parler de mariage, d'organisation de mariage. Et puis, justement, toi, Nathalie, tu as fait ça en grande pompe quand même. C'est-à-dire pas nécessairement en grande pompe, mais tu étais une belle mariée. En tout cas, j'ai vu des photos de toi. Merci, alors, merci. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai décidé, en fait, avec mon chum, d'avoir organisé, on a tout fait. J'ai fait mon bouquet de mariée. On est allé acheter nos fleurs. On a fait ça au pavillon de la Jamaïque à Montréal, un endroit que les gens connaissent peu. Moi, je me disais, je veux un endroit qui est sur le bord de l'eau, dans la nature, puis qui est tout vitré. Puis j'ai cherché, j'ai regardé sur des terrains de golf, j'ai tout fait. C'était à Montréal, sur l'île Notre-Dame. Et c'était drôle parce que, c'était mon anniversaire mon 12e anniversaire. Ça aurait été mon 12e anniversaire de mariage le 27. Et puis, il y avait des feux d'artifice. Fait que c'est ton mariage, puis dans le soir, tu as des feux de l'Auto-Québec. Mais toi, Nathalie, tu es une recherchiste, alors tu es une bonne organisatrice, mais ça peut coûter très cher et puis tu peux avoir des mauvaises surprises. Alors, des fois, c'est mieux de faire organiser ton mariage. On va en parler avec Valérie Bigras dans un instant. On l'accueille dans un instant, oui.
Alors oui, c'est ça, Nathalie qui nous disait hors d'onde que le samedi matin, finalement, quand elle voit la météo, quand elle se rend compte qu'il pleut, ben elle est triste, enfin du moins l'été, elle est triste pour les gens qui se marient. Elle pense à ça, c'est fou. Bonjour Valérie Bigras. Bonjour Valérie. Allô. Alors, ben Merci oui, de me recevoir. je vais te tutoyer, tiens, parce que tu es en studio avec nous et c'est tout à fait charmant. Alors, tu fais partie de l'émission Les Marieuses. Hein? Peut-être que les gens connaissent, mais enfin, chose certaine, ben justement, Nathalie disait qu'elle avait organisé elle-même son mariage, mais elle, c'est pas une référence, c'est une recherchiste. Elle est très organisée dans la vie, c'est pas la même chose, mais on peut avoir des mauvaises surprises des fois quand on l'organise soi-même. Alors, ça prend des gens comme vous, des professionnels, parce que vous allez toutes nous raconter, ben, en fait, tu vas toutes nous raconter ça, comment ça peut se passer pour le mieux et des fois pour le pire quand on fait pas affaire avec des professionnels. Ça peut se compliquer parfois. Tu sais, c'est le plus gros party d'une vie. Hein? Fait qu'il faut que ça soit agréable à organiser parce qu'en fait, la journée du mariage, ça passe comme ça. Donc, c'est vraiment au niveau des préparatifs, c'est ça, dans le fond, qu'on va se rappeler. Ouais. Donc, de bien faire les choses, puis on va accompagner... On accompagne sa maman pour trouver sa tenue. Ben, on finit ça par un petit dîner, un petit mousseux. Et c'est de ça qu'on va se rappeler. Ouais. Donc, c'est important de faire les choses comme il faut, la demande pour les demoiselles. On prévoit notre coût et surtout, on prévoit notre liste d'invités. Ça, c'est la première étape. On pense se marier, on s'assoit avec son amoureux avec un petit verre de vin et on établit pour le fun une liste famille immédiate, amis, collègues de travail et on fait notre liste parce qu'on ne se le cachera pas, la liste d'invités, c'est ce qui va faire le budget. Tout à fait. Oui. Puis, c'est pas arrivé dans mon cas, mais ça arrive des fois que déjà... Il y a des conflits qui peuvent s'installer à partir du moment où tu établis la liste. Mais parce que des fois, c'est pas équilibré. Ma famille, on est super beaucoup. Mon conjoint sont plus petits, plus petite famille. Est-ce qu'on invite les cousins? Mais là, moi, ça finit plus. J'en ai 15. Lui, il y en a 2. Là, ça devient... c'est difficile de faire des choix, puis il faut en faire des choix. Parce que souvent, les gens qui, on a entendu ça beaucoup, puis j'ai débattu ça beaucoup en entrevue, là, les non-shows qu'on dit, là, les gens qui se présentent simplement pas, alors qu'ils ont répondu à l'affirmative pour l'invitation. Souvent, c'est ces gens-là. Ça va être des collègues un petit peu de travail, ça peut être un cousin éloigné. C'est des gens qui sont plus loin de nous qui vont nous faire faux bond parfois, tu sais. Donc, c'est important que quand on dit oui, on y va. Mais toi, est-ce que tu t'impliques dès le départ? C'est-à-dire que si un couple fait appel à tes services, dès le départ, tu es là aussi pour la liste des invités. Tu pars où? Bien, en fait, je vous conseillerais de vraiment réserver votre organisatrice parce qu'il faut que le fit fonctionne bien. Donc, c'est important de faire un Zoom, un FaceTime. Moi, je rencontre toujours mes clients avant d'accepter si je vais de l'avant. Puis après, ensuite, on se rencontre en vrai. Mais déjà, il faut voir des deux côtés si ça fonctionne parce qu'on est très, très présent dans leur vie. Hein? Donc, c'est important autant avec le marié que, tu sais, il y a une belle chimie des gens en partant. Ouais. Et ça, à la poignée de main, ça prend 3 secondes, je le sais. Qu'on ait des valeurs communes. Oui, vraiment. Ça, c'est important. De faire en sorte que ce mariage soit mémorable, mais dans le bon sens, qu'on rame tous dans le même sens, finalement. Voilà. Moi, c'est beaucoup mes mariés qui m'inspirent. Si j'ai pas ce petit appel, je peux pas le faire. Je dois vraiment être inspirée. Donc, votre organisatrice, réservez-la 1 an, 1 an et demi à l'avance. C'est super important. Et de faire les choses à l'avance. Tu sais, souvent, quand le marié va fiancer, va faire sa demande, lui, il s'imagine pas qu'elle va être super énervée puis qu'elle s'imagine qu'on se marie cet été. Fait que ça, déjà, c'est un conflit. Ouais. Parce que lui, il fait la demande. Déjà, ça a pris tout son petit change. Il a tout économisé ses sous pour acheter la bague. Et là, elle est tellement contente que déjà, a demandé à ses demoiselles, déjà, est en train de regarder pour une réservation de salle. Oh, attendez, là. Restez fiancés au moins 1 an. Ouais. Il y a quelque chose de romantique en disant « mon fiancé, ma fiancée ». Prévoyez d'économiser parce que déjà, quand on commence avec des dettes, ça part pas bien un couple. Et est-ce que les réseaux sociaux, ça met de la pression? Parce que moi, sur les réseaux sociaux, les mariages, je vois des mariages incroyables, des trucs qui doivent coûter une fortune. Il y a eu à l'époque des demandes en mariage aussi sur YouTube, mais là, les mariages, c'est comme, ça n'a plus de bon sens, ça n'a pas de limite, là. En fait, ce que je trouve malheureux, c'est que les réseaux sociaux amènent une certaine compétition envers tout le monde à un moment donné. Ouais. Tu sais, vivez votre vie, puis arrêtez de l'étaler à tout le monde. Merci la vie, je suis allée à telle place aujourd'hui. Vivez le moment, arrêtez de prendre des photos, puis souvent, les
les gens le font sur place. Vivez le moment, arrêtez d'être en compétition avec votre voisin, votre voisine, faites les choses pour vous. Un petit mariage avec vos moyens à vous va être aussi beau et aussi touchant qu'un mariage à 200 personnes. C'est ça. Et que ça corresponde à nos valeurs, à ce que nous sommes. Que ça... Et c'est ça que vous faites aussi. Vous faites... On les ramène. Vous les ramenez. Et puis, il faut que le mariage corresponde à ce que vous êtes. Et puis, quand vous connaissez justement vos clients, vous êtes en mesure de les ramener, de leur dire, non, c'est pas tout à fait vous, dans le fond, pensez-y. Là. Et puis, bon, évidemment, on sait qu'un mariage aujourd'hui, la moyenne... Par rapport au coût, là, on peut dépenser facilement 40 000 $. 40, 45 000, 50. Oh là là, oui. Mais tu sais, juste l'inflation, peut-être moins de 100 invités. On va juste avec notre amoureux. On a une entrée, un cocktail, un repas, un dessert avec une bonne bouteille de vin. On s'en sort pas vraiment en bas de 230, avec le type compris. Fait qu'imaginez un service grandiose, un mariage, c'est sûr que c'est des coûts faramineux, là, avec, tu sais, puis les mariages, on s'en sort pas, là. C'est sûr qu'on est touché aussi. Donc, c'est important de planifier vos choses. Et de prévoir le coût. Donc, on réserve son organisatrice tout de suite parce que aussi l'erreur qu'ils font, c'est que là, ils vont aller dans les blogs, justement, réseaux sociaux. Je recherche un photographe ou un DJ beau, bon, pas cher. Ouais. On le veut pas, le beau, bon, pas cher. Parce que le beau, bon, oui, mais... oui, peut-être beau, mais dans le sens que des fois, moi, j'ai vu des histoires d'horreur qu'il ne se pointe pas ou il prend le dépôt, mais on n'entend plus parler, il se volatile. Ou bien quand c'est un ami, justement, qu'à un moment donné, il est censé faire des photos, mais avec l'alcool et tout, lui, il s'amuse aussi. La caméra reste sur la table et finalement, on s'aperçoit que la moitié de... Vous avez toutes vos photos, mais rendu après le souper, c'est fini. C'est fini. Moi, mais je l'aime. Bonjour Yves, mais c'est un de mes amis à moi qui est réalisateur qui devait faire mes photos. Puis sa blonde lui avait acheté en surprise, le même soir de mon mariage, Coldplay était au Centre Bell. Puis la veille, il a appris que sa blonde, il avait acheté des billets, il est allé voir Coldplay, puis il m'a trouvé quelqu'un qui était très ordinaire. Mais, fait que mes photos de mariage sont très ordinaires. Donc, je t'en faire un bel exemple. Avec des professionnels. Avec des professionnels, ça me serait pas arrivé. C'est ça, pour pas avoir de mauvaises surprises. Ce qui est le fun de cette émission-là, les marieuses, si on peut en parler, là, c'est qu'on voit tous les envers du décor. Parce qu'on s'entend que nous, moi, mon mandat, c'est de faire en sorte que votre journée soit parfaite. Mais on sait que la perfection n'existe pas. Donc, c'est de faire un monde parfait dans un monde imparfait. C'est de faire une journée parfaite dans un monde imparfait. Donc, ça permet aussi aux futurs mariés de dire « OK, je vais me préparer. OK, oui, je vais magasiner. » Puis, tous les fournisseurs qui font partie de l'émission, ce sont des gens qui peuvent vraiment réserver les yeux fermés parce que l'industrie du mariage, c'est vraiment pas très gros. On se connaît tous. Donc, tu n'as pas vraiment le droit à une grosse marge d'erreur parce que ça se sait très rapidement. Tu sais, donc, il y a comme une loi non écrite de t'es à l'heure, tu respectes tes clients, tu regardes pas ta montre, t'es là pour eux. T'sais, moi, quelqu'un qui regarde sa montre, je travaillerai pas avec lui. On donne de son temps, on est là pour eux, on se donne à 100 %. C'est un travail de cœur. On fait ça par passion avant tout. Ouais. Et on agit un peu comme un psychologue, au fond, parce que c'est très émotif, parce qu'il peut y avoir des pépins, il peut y arriver... Mais c'est le stress qui fait que la mariée, des fois, devient complètement... tu sais, des bridezillas, là, c'est pas juste dans les films, ça existe pour vrai. Et j'ai eu des groomzillas. Non! Oui, j'en ai eu. C'est que, tu sais, à un moment donné, surtout dans le temps de la pandémie, là, c'était pas jojo, avec les contrats, tu sais, qui se perdaient, les salles qui fermaient et tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu es mal organisé puis tu organises ça tout seul, tu te rends compte que là, tu es à 3 mois de ton mariage. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas trouvé ça. Là, il y a quelque chose. Là, tu viens de te rendre compte qu'il te manque ça, ci, ça. Là, tu paniques. Mais c'est pas le fun. Puis tu peux pas demander à ta mère de commencer à faire ta décoration de salle parce que ta mère a le droit de vivre ton mariage comme une journée exceptionnelle, merveilleuse, parce qu'elle est impliquée dans cette journée-là. Au même titre que ta demoiselle d'honneur, tu lui fais pas une liste avec des tâches à l'infini parce que c'est pas son métier. Et ça brise des amitiés. Donc, chacun son métier. C'est vraiment le cas. T'sais. Puis nous, on sait où vous amener. On vous fait sauver des milliers de dollars. Fait qu'en bout de ligne, on vous coûte pas très cher. Non. C'est un beau cadeau à s'offrir, je pense. Oui. Alors, puis évidemment, vous avez toutes sortes de demandes aussi farfelues. Enfin, des demandes de fiançailles, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Bon, dans l'émission, on voit la dame qui veut un gâteau de mariage de 6 pieds. C'est assez spectaculaire. Mais enfin, alors, ils l'ont même pas mangé.
Mais c'est tout ça, finalement. Alors, on doit gérer avec les émotions, avec les imprévus, Les parce qu'il peut y en priorités avoir, aussi des parce que mariés. même si vous n'êtes pas à l'abri, évidemment, de circonstances exceptionnelles aussi. Alors, vraiment, le fait d'être bien accompagné, alors c'est vraiment important. C'est là, dès le rassurant départ. pour eux. Ouais. Tu sais, on est un peu un pilier sur qui s'appuyer. On est des médiateurs. Des fois, la belle famille, s'impose. Tu sais. En fait, moi, je dirais un truc. Ne dites rien. Plus vous demandez l'avis, ben, c'est parce que vous êtes prêt à recevoir les réponses. Donc, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, si je te demande mon centre de table, est-ce que ça te plaît le choix de mes fleurs? Bien, toi, tu vas dire, ben moi, j'aurais peut-être préféré des hydrangées ou j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Tu remets en doute ta copine parce que là, elle a pensé à ses choix puis tu es en train de dire que toi, tu n'aurais pas fait ça comme ça. Donc, vous n'avez pas le droit de vous interposer ou de vous immiscer dans leur préparation, tu sais, parce que dites-vous que si elle a choisi ça, c'est pensé, c'est voulu. Donc, faites attention, les gens sont maladroits. Ouais. C'est épouvantable. Alors, oui. Est-ce que Nathalie. tu fais... en fait, c'est quoi le nom de ton entreprise, tout d'abord? Ça s'appelle la vie après le oui. Ah! Parce que quand on demande ben là, maintenant, il y a autant les filles que les Oui, gars qui demandent. de Là, hein. demande. Puis Ouais. c'est très le Ouais. fun maintenant que l'amoureuse demande à l'amoureux ou à sa copine. Donc, on en voit de toutes les sortes. Maintenant, il n'y a plus de loi en 2024. En autant que l'étiquette est la bonne étiquette, si elle est au rendez-vous, c'est de mise. Mais c'était quoi déjà? Le nom de ton Oui, entreprise. c'est ça. entreprise, C'est quand tu oui. demandes est-ce que tu voudrais être ma femme pour la vie Oui. ou mon amoureux pour la vie, bien, quand la réponse c'est oui, c'est là que l'aventure commence. Mhm. Fait que c'est la vie après le oui. OK. Ah, Est-ce que c'est tu fais très tous beau. les salons? Parce qu'il y en a beaucoup de salons maintenant, c'est rendu très populaire. Ben, depuis la pandémie, j'ai créé mon propre salon, je le réalise moi-même. C'est un salon de la mariée virtuelle. Et je croyais que ça serait juste un temps de la pandémie, mais non. C'est vraiment un succès, c'est vraiment le fun. Donc, les futurs mariés sont dans leur salon et tous les fournisseurs sont en direct. Chaque fournisseur a un temps d'antenne de 30 minutes. J'agis à titre d'animatrice. Donc, c'est un 18 heures d'animation. C'est le samedi et le dimanche. Alors, j'ai des DJ en performance et c'est très construit au niveau de l'entrevue. Alors, c'est super pertinent pour les futurs mariés parce que tout de suite, quand tu as le fournisseur qui t'explique par des vidéos, là, c'est très monté professionnel. Là, j'ai une équipe alentour de moi. Par des vidéos, par des entrevues, on pose les questions. C'est très construit pour que, justement, les futurs mariés aient réponse à leurs questions. Et à chaque fin d'entrevue, chaque fournisseur fait tirer un prix. Fait que tu peux gagner ton célébrant, tu peux gagner ton DJ, tu peux gagner ta séance fiançailles. C'est vraiment chouette. Puis à la fin, il y a un moment clavardage où ce que les futurs mariés vont poser leurs questions aux fournisseurs. Quelle idée. Vraiment chouette. Extraordinaire. Mais ça se fait quand? Si les gens Bien, veulent... cette année, j'ai pas encore choisi la date. Et là, OK. je fais des concours. Alors, les futurs mariés, je les invite à vivre l'expérience d'être mannequin d'un jour parce qu'on a notre parade de mode en direct. Alors, c'est vraiment une belle, chouette. wow, C'est vraiment excellent. live. Tout Ouais. à fait. Alors bon, qu'il s'agisse de couple gay, qu'importe notre orientation, le mariage. L'amour, pour tout c'est le monde. l'amour. L'amour, c'est Hein? l'amour, comme on dit. Exactement. Et puis, ben là, L'amour, c'est la vie. C'est bien de préparer ce moment Oui. qui sera, bon, on l'espère tous, mémorable. Alors, merci Valérie Bigra d'être Il venue faut nous en regarder parler. l'émission. Les marieuses. Les mercredis soirs à 19h30 à TVA. Merci. 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 Au revoir. C'est depuis le tout début des temps que le matin est d'en faire tout autant. Que les oiseaux qui s'envolent là-haut dans le ciel, tout en gardant le ballon. Car c'est depuis le tout début des temps que le matin est d'en faire tout autant. Que les oiseaux qui s'envolent là-haut dans le ciel, tout en gardant le ballon. Dédale avait dit à fiston qui volait, oui trop près du soleil, tu tomberas de haut. Nous irons à la casser depuis le tout début des temps que le matin est d'en faire tout autant. Que les oiseaux qui s'envolent là-haut dans le ciel, tout en gardant le ballon. Comme il est ardu, ce rêve est perdu. D'un jour dompter le ciel.
Alors, on accueille Vincent Morel. Vincent Morel qui, justement, a fondé cet ensemble qui existe depuis 40 ans, Bémol 9. Bonjour, Vincent Morel. Bonjour Chantal. Alors déjà, 1984, ça fait 40 ans. Et puis, évidemment, c'est très intéressant parce que c'est le seul big band vocal en Amérique. Ouais. Puis si on lançait les recherches un peu plus loin, je t'avouerais qu'au fil des ans, par intérêt évidemment musical, artistique, je suis allé voir dans différents pays, tout ça. Puis si je me gardais pas une petite gêne, je dirais qu'on est probablement le seul ensemble vocal de ce type-là au monde. Ça réfère justement aux fameux les big bands des années 50 et tout. Alors, mais là, c'est parce que ce qui est unique, c'est que vous faites toute la partition musicale vocalement. Oui, en fait, oui. On n'est pas les premiers, il faut que je sois honnête avec ça. Il y a des groupes dans milieu des années 60, le Double 6 de Paris. Il y avait un trio de chanteurs aux États-Unis qui s'appelait Lambert, Hendrix and Ross, qui, eux, par l'utilisation du multipiste, parvenaient à enregistrer l'ensemble des sections qui forment un big band. Donc, la section des saxophones, des trompettes, des trombones, et même certains solos. La différence, c'est que ces groupes-là étaient malheureusement un peu mal pris quand ils devaient faire de la scène parce qu'ils ne pouvaient pas rendre totalement ce qu'ils avaient réussi à faire en studio avec l'enregistrement multipiste, alors que nous, parce qu'on a assez de chanteurs, parce qu'on est en ensemble vocal de 17 hommes et femmes, exact. On parvient sur scène à rendre le répertoire qu'on a monté au fil des ans puis qu'on a enregistré sur album. Oui. Ce qu'on entendait, Vincent, là, tout à l'heure, là, justement, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est le titre original, c'est The Flight of the Foo Birds. C'est une pièce instrumentale à l'origine qui était composée pour l'ensemble de Count Basie, qui est un des grands chefs des grands ensembles jazz des années 50-60. Et puis, c'est vraiment du bémol 9, à savoir que cette pièce-là est écrite pour des instruments, donc sans texte. Et pour que nous, on passe pas toutes nos pièces à faire juste bada ou choubidou. Exactement, ouais. Je me suis lancé au fil des ans le défi d'ajouter un texte qui serait audible, compréhensible, puis qui a un sens. Et souvent, ça c'est un bon exemple, sans trop entrer dans les détails. Souvent, quand j'ai une pièce instrumentale, je vais partir du titre, je vais m'inspirer du titre. Dans ce cas-ci, c'est des oiseaux un peu fous. Et puis là, j'ai décidé de faire en quelques minutes le départ ou l'évolution du rêve des humains de voler, donc les débuts de l'aviation avec Clément Ader, les frères Wright et même Dédale et Icare qui a essayé de voler avec ses ailes. Bref, je m'amuse, mais c'est ça, ça rend le propos plus intelligible et honnêtement, ça nous permet, nous aussi comme chanteurs, de faire un lien un peu plus cohérent entre les phrases qu'on a à chanter. Donc, une histoire, elle avance, elle a un début, un milieu, une fin, donc c'est un peu plus facile à mémoriser parce que tous nos concerts sont faits par cœur, de mémoire. Et là là. Fait que ça aussi, c'est beaucoup de notes, beaucoup de mots, beaucoup de rythme à intégrer, mais bon... faut croire que ça marche parce que 40 ans plus tard, on est encore toujours là et bien vivant. Et il y en a des choristes qui sont là depuis le début, mais il y en a plein qui s'ajoutent au fil du temps, mais aussi des gens qui viennent prêter main forte à l'occasion. Il y a des choristes professionnels, des gens même qui ont chanté, je pense, avec Céline Dion comme choriste. Oui, effectivement, l'ensemble des choristes, là, c'est un mélange, un amalgame de gars et filles qui... La grande majorité, on fait des études en musique. C'est pas tout le monde qui s'est lancé une carrière en carrière musicale. Puis, il y a personne qui est là depuis le tout début, mais il y en a qui sont là depuis 38 ans et demi. Bref. C'est presque depuis les débuts, en effet. Ouais. Puis oui, mais c'est sûr qu'en 40 ans, il y a quand même eu une rotation de personnel, de membres. Puis, est-ce que vous faisiez allusion? Oui, il y a certains choristes qui sont des choristes encore professionnels, qui œuvrent encore dans le milieu professionnel québécois. Puis, entre autres, oui, on a une choriste qui a été pendant de nombreuses années choriste de Céline, choriste de Lara. Mais c'est pas des gens qui viennent, c'est pas un ajout. Elles sont membres partie intégrante de l'ensemble, sont là toutes les semaines, font les répètes. Merveilleux. Ils font partie de l'ensemble. Et puis, bon, évidemment, votre histoire personnelle avec les chœurs, ou enfin,
ça date d'il y a longtemps parce que vous avez vous-même été dans les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Alors, vous avez étudié la musique au Cégep Saint-Laurent. Enfin, vous êtes détenteur d'un bac en enseignement de la musique. Alors, vous êtes un enseignant aussi, arrangeur parce que vous faites les arrangements. Vous écrivez les paroles, enfin, au besoin. Alors, vraiment, c'est très varié. Mais en fait, vous revisitez des standards de jazz, mais pas que ça non plus. Ben, pas que ça, non, parce que le jazz est une musique qui évolue, c'est sans fin, ça va vers l'avant. Donc, on essaie aussi de livrer du matériel qui est plus actuel. On va aller vers des auteurs un peu plus, je mets en guillemets le mot contemporain, mais plus des gens, des hommes et des femmes qui actuellement œuvrent ou écrivent dans la grande famille du jazz. Puis, et même, on fait aussi... Pour un objectif, je vous avoue, très franchement, un objectif aussi de connecter avec le public. Alors, il n'est pas rare qu'on prend des pièces qui ont fait leur marque dans la grande famille des musiques populaires. Donc, on a des choses, on fait un Ferland, on fait un boule noire, on se promène aussi... Dans toutes sortes d'autres univers. On vous perd un petit peu, là, oui. C'est ça. Donc, vraiment, autant québécois, revisiter du Félix Leclerc, enfin, plein de choses comme ça. Et il y a votre album Hiatus, hein, ça, on peut se le procurer très facilement. Ah, je pense qu'on l'a perdu. Oui. C'est ça, parce que vous êtes à l'extérieur de Montréal, effectivement, puis jusqu'ici, la ligne a bien fonctionné, mais là, on vous perd, Vincent Morel. Alors, l'album Hiatus de l'ensemble vocal jazz Bémol 9, est-ce que vous m'entendez bien, vous? Oui, je vous entends très bien. Parfait. OK. Alors, vous serez au Festi Jazz de Mont-Tremblant ce vendredi, hein? Oui, on est à 21h sur la scène principale à l'extérieur. Évidemment, tous les gens à chaque coin ou même qui ont envie de faire un peu de route, de venir créer un spectacle Malheureusement, Vincent Morel, évidemment, c'est la ligne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous êtes loin, puis c'est normal comme ça, mais je veux dire, on va... alors, j'ajoute que donc, c'est le 2 août à 21h au Festi Jazz de Mont-Tremblant. C'est la 17e édition. Alors, vous serez là avec votre ensemble vocal Bémol 9. C'est vraiment à découvrir. Et je rappelle, l'album Hiatus, ça, c'est votre, je pense, 7e album. Alors, merci beaucoup, Vincent Morel. Merci à vous. Bon, alors bien désolé pour la ligne. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Tous les jours, nomme l'été. Alors, aime l'été, deuxième moitié d'heure. On poursuit avec un sujet peut-être en apparence un petit peu plus triste, enfin le deuil animalier. Et c'est en compagnie de Valérie Bissonnette, vétérinaire. Bonjour, Valérie. Bonjour. Alors oui, on parle de sujets, disons-le, peut-être en apparence un peu triste, mais c'est la vie. Ça fait partie, évidemment, de l'expérience d'avoir un animal de compagnie et il faut un jour faire face au deuil de notre animal de compagnie. Et vous êtes très bien placée, Valérie, pour être au cœur, évidemment, bien sûr, quand on parle de devoir euthanasier notre animal de compagnie, enfin, quand vous devez annoncer que que notre animal est malade et puis qu'il n'y a plus grand-chose à faire, évidemment, vous êtes là devant les gens et c'est vous qui les accompagnez en premier lieu. Alors, c'est une étape qui est difficile. Tout à fait, mais je vous avoue, ça fait partie du quotidien des vétérinaires, vous l'avez bien dit. Là. Dans le fond, tous les vétérinaires le voient. Quotidiennement, je vous dirais, puis c'est pas parce que les vétérinaires vont euthanasier des animaux nécessairement tous les jours, mais le deuil commence vraiment avec la maladie. Ça commence dès le moment où le propriétaire, le papa ou la maman de l'animal commence à voir que cet animal-là n'est pas éternel. Donc, il va éventuellement partir. Puis, c'est encore plus vrai, là, ça devient plus concret quand il commence à voir peut-être de quoi il va décéder. Donc, on accompagne les gens à travers ça dès le départ. Puis, on voit vraiment toutes les mêmes phases de deuil que n'importe qui va vivre lorsqu'il perd quelque chose qui lui est cher. Donc, les déni, colère, et il y a du marchandage qui se fait, dépression, acceptation. Alors, c'est vraiment la même chose qu'un deuil régulier, si on veut, pour une personne, comme qu'on le vit pour une personne de la famille. C'est peut-être
aggravé à un certain point, puisqu'il y a beaucoup de culpabilité qu'on voit en médecine vétérinaire par rapport au deuil animalier. Oui, parce que là, évidemment, on peut se sentir coupable, mais je pense que quand on est bien accompagné, justement, le vétérinaire est là aussi pour valider une décision. Bon, ça peut être aussi parce que l'animal qui est malade peut être devenu dangereux, agressif, incontrôlable aussi. Oui, mais c'est beaucoup dans la perception de pourquoi on prend la décision, mais plus profond que ça, puis quelque chose que le vétérinaire peut essayer d'aider à travers ses paroles, mais la culpabilité vient aussi du fait que toute la vie de l'animal, on était le centre de son bonheur à l'animal. Hein. Mm-hmm. Donc, ça nous met quand même un gros fardeau. Si on considère que peut-être qu'on aurait pu lui faire prendre plus de marches, lui donner plus lorsqu'il était vivant, il y a toute cette culpabilité-là qui revient, un peu comme, j'imagine, quand on a un jeune enfant qu'on va perdre, ben c'est difficile quand on était le centre et on est aussi le décisionnaire rendu là. Ouais. Puis, avec les animaux aussi, il y a l'aspect ressources. Donc, est-ce que j'ai eu suffisamment les ressources pour subvenir aux besoins de santé, subvenir aux besoins de mon animal? Ouais. Donc, énormément de culpabilité. Oui, j'ai ma collègue Nathalie là, qui a une question pour vous. Oui, j'imagine toujours, et je pense aux gens qui ont des chiens de service. Des chiens d'assistance. Des chiens d'assistance, je m'excuse, des chiens d'assistance. J'imagine la relation qu'ils ont avec ces chiens-là et j'imagine de faire euthanasier une bête qui est à leur côté tout le temps pour les aider. J'imagine le deuil doit être tellement difficile. Bien, je le crois aussi, mais je vous avoue que peu importe l'utilité de l'animal, le gros du deuil vient de la relation émotionnelle que cet animal-là. Je pense qu'il y a quand même une dimension, quand l'animal, en plus, était partie de ton quotidien parce que tu en avais besoin pour fonctionner, c'est sûr c'est une autre dimension, mais l'émotion, l'aspect que c'était un membre de la famille, je pense que c'est ce qui prédomine, puis ça, c'est vrai pour tous les types d'animaux, même ceux qui ne sont pas couronnés animal de service, là. Alors, vous avez tout fait, évidemment, un cheminement vous-même en tant que vétérinaire là, pour apprivoiser ce deuil qui est quand même au cœur de votre pratique. C'est sûr qu'il faut quand même dire qu'à partir du moment où on décide qu'on va faire euthanasier notre animal, la décision aussi est prise avec le vétérinaire. Je veux dire, c'est pas... le vétérinaire va pas disons, le faire... va pas trouver cette solution-là en premier, là. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver d'autres solutions. Ah, tout à fait. On essaie. C'est pas pris à la légère, c'est ce que je veux dire. Ouais. Non, c'est ça. En fait, je pense que lorsqu'on arrive à une clinique ou un hôpital puis qu'on désire euthanasier notre animal, là, je pense que parce que des fois, les gens s'offusquent quand on dit non, il faut un examen vétérinaire avant de procéder à l'euthanasie. Les gens s'offusquent parfois, ils sont comme, mais pourquoi tu penses que je veux euthanasier mon animal pour rien? Mais c'est vraiment juste, ça traduit l'importance qu'on porte à la vie animale. Puis, exact. Il y a une question d'éthique en même temps. Ouais. Ben oui, c'est sûr qu'on a une redevance par rapport au client qui est devant nous, mais notre allégeance première est très souvent c'est celle qu'on a avec l'animal, pour l'animal, dans le fond. On a parlé de liens particuliers avec les chiens d'assistance, bien sûr, les personnes âgées qui souvent, finalement, n'ont que leur animal pour interagir. Alors ça aussi, c'est un deuil qui est très difficile. Les enfants aussi qui sont attachés à leur animal de compagnie. Et puis là aussi, les parents doivent peut-être, quand on décide de faire euthanasier notre animal, évidemment, informer nos enfants par rapport à cette réalité-là. Oui, effectivement, ça peut devenir complexe pour les parents qui doivent y vivre eux-mêmes leur deuil puis l'expliquer à d'autres personnes. Il y a quand même des belles fiches de fait sur Naître et Grandir notamment, là. Puis il y en a également sur un site comme Eutabag, ils ont plusieurs références
pour les parents, pour les aider, parce que, en fait, c'est tout nouveau que le deuil animalier est un sujet d'intérêt, puis qu'on porte autant d'attention, justement, à accompagner les gens à travers leur deuil. C'était peu reconnu il y a quand même pas si longtemps. Oui, on banalisait un peu. Pas. Bien sûr Ils que souvent... reconnaissaient pas l'animal comme un membre de la famille. Oui, où on disait... Nous, vétérinaires, je pense qu'on était bien au courant de ça, mais c'était pas... Alors que tellement... les entrepreneurs aussi, les patrons, maintenant comprennent. Si je perds un animal, je peux avoir... Il y a certaines compagnies qui donnent des journées de congé maintenant, mais est-ce qu'on voyait pas ça avant, là? Ah non, c'est ça, tout à fait. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose de très nouveau, puis qui a tout à fait sa place selon moi, là, parce que c'est sûr que les détresses qu'on voit après le départ d'un membre de la famille, même s'il n'est pas humain, c'est tellement intense. Ça peut être très, très... des symptômes physiques, psychologiques. Alors, ça peut être très intense. Effectivement, il y a toutes sortes d'étapes, un peu comme n'importe quel deuil. Alors, c'est important de nommer ça. Et puis, bon, comme on dit, autrefois, on banalisait un peu. On disait, va t'acheter un autre chien, puis ça va te faire... si tu avais de la peine, tu vas te chercher un autre chien. Ou encore, c'est ça, reviens-en parce que c'est juste un animal. Mais c'est pas ça du tout. Non, vraiment, un animal, c'est un animal de compagnie, pardon. C'est vraiment un animal qui est irremplaçable, il a sa personnalité. Je pense que personne à qui a déjà eu un animal peut dire non, ils n'ont pas de personnalité, puis oui, ils sont remplaçables. C'est impossible. Donc, tout à fait. C'est comme n'importe quel deuil, puis c'est vraiment important de ne pas banaliser les symptômes dépressifs ou les deuils prolongés qu'on vit, même si c'est juste parce qu'on a perdu notre animal de compagnie. C'est vraiment important de savoir quand aller chercher de l'aide, d'en parler autour de nous, puis de justement aller chercher le support dont on a besoin là, quand on vit quelque chose d'aussi terrible que de perdre un être qu'on aime. Vous avez parlé de 2 sites tantôt. Si les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'aide? En fait, ça, c'est vraiment pour ce qui est de l'accompagnement avec les enfants. Mais quoique Eutabag, ils ont quand même une section, je pense, aussi pour le deuil animalier des adultes. Eutabag, c'est une compagnie québécoise là, à qui on fait beaucoup affaire pour notamment les housses mortuaires. Mais ils ont tout un beau... ils ont quand même des belles références sur leur site. Puis sinon, pour ce qui est des enfants, il y a une belle fiche sur le site de Naître et Grandir Oui, parce qu'il peut y avoir tout un rituel maintenant au décès de notre animal de compagnie. Maintenant, les gens peuvent organiser toutes sortes de choses. Finalement, les gens accordent beaucoup d'importance même à ces rituels-là. Et puis, l'autre chose aussi dont il faut parler peut-être, parce que là, on parle des animaux de compagnie. On parle bien sûr des chats, des chiens, enfin, de ceux que l'on connaît bien. Mais il y a il y a aussi d'autres... les gens qui ont des animaux, enfin, comme par exemple des poissons. Là, vous êtes vétérinaire. C'est sûr que là, c'est pas la même relation, là. C'est pas la même chose, mais ce serait quand même intéressant de dire, quand vous avez, par exemple, un poisson là, qui est décédé dans son bocal, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Les gens, souvent, mettent ça dans la toilette et puis merci, bonjour. Mais il y a des choses à ne pas faire. Je pense que vous êtes en mesure de nous donner des conseils là-dessus. Mais honnêtement, je suis pas prête à dire que le deuil d'un poisson va être tant différent. Ça dépend vraiment des personnes, oui, vous avez raison. Oui, vraiment de la relation qu'on entretient avec notre animal. Effectivement, je vous dirais, la meilleure chose pour se départir d'un corps d'un animal décédé, c'est de l'apporter en clinique vétérinaire pour qu'il soit ensuite dans le fond, incinéré. Pour des points de vue santé publique, c'est vraiment le mieux. Il y en a quand même, il y a des gens qui insistent pour ramener le corps pour l'enterrer à la maison. Sachez que parfois, les gens ils vont avoir des mauvaises surprises parce qu'il faut vraiment l'enterrer suffisamment profond. Oui. Puis, sachez, point de vue légal, la plupart des municipalités c'est interdit. C'est réglementé, Mais oui. c'est interdit. Donc, l'apporter à une clinique vétérinaire,
ça nous permet en fait de disposer du corps en tout respect aussi, puis en respect de l'environnement, de la santé publique également. Là. Donc, oui, parce qu'en fait, il y a souvent, on va dire, il y a certains animaux, on pense à, je sais pas, ça peut être des lapins, qu'importe, mais par exemple, relâcher des animaux en pleine nature, c'est pas la bonne chose à faire. Ça peut être ça paraît banal, mais c'est pas banal du tout. Ça peut évidemment devenir aussi envahissant. Ça peut, il peut y avoir des maladies associées à ça, évidemment. Alors, c'est vraiment une pratique à éviter, hein? Ah, tout à fait. Morts ou vivants, lorsque les animaux sont dans notre maison, puis qu'ils sont considérés comme un animal de compagnie, il faut pouvoir en disposer autrement que de le laisser dehors. Ça, j'en conviens. Puis effectivement, le sujet de relâcher un animal dans la nature, si on veut, en espérant qu'il s'adapte puis qu'il reprenne des repères. Ça, c'est tout un autre sujet. On va pouvoir certainement en discuter. Non, c'est sûr. Oui. Mais parce qu'un animal abandonné, étant donné que vous êtes vétérinaire, c'est quand même une réalité. Là, je pense que ça arrive trop souvent. Un animal abandonné aussi risque de mourir de faim, de froid, d'être victime de prédateurs. Alors, bon, évidemment, on s'éloigne un peu du deuil, mais quand même, il faut y penser. Alors, c'est sûr. Puis aussi, peut-être, quand on achète, par exemple, des animaux qui vont vivre très, très, très longtemps. Là. On pense à des perroquets, des choses comme ça. Il y a des animaux qui vont nous survivre quand même. Là. Des tortues, ouais. Exactement. Et l'importance aussi peut-être de faire un testament, l'air de rien. Non, mais vous dites, ce que vous dites est tout à fait vrai. Il faut penser à quand notre animal nous survit. Puis, vous parlez de tortues, de perroquets, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des animaux de compagnie plus traditionnels, qui vivent moins longtemps, mais qui vont leur survivre potentiellement. Absolument. Puis, souvent, ils ont tendance à le léguer à une personne en qui, eux, ils ont confiance, qu'ils aiment, mais qui n'est pas nécessairement prête à prendre cette responsabilité-là. Puis ça amène vraiment des très gros inconforts à travers les endeuillés de la personne qui vient de décéder, parce qu'il se retrouve pris avec un chien ou un chat dont il ne voulait pas à la base. Ouais. Ça se retrouve très rapidement aussi en refuge. Puis je parle de ceux qui, les personnes âgées, ils parfois décèdent, mais parfois aussi ils vivent des pertes d'autonomie. Puis là, c'est encore plus difficile parce que la personne, elle ne sait pas quoi faire non plus avec son animal. Là. Exactement. Mais en tout cas, il y a des ressources et c'est très important. Et puis, d'en discuter avec vous comme vétérinaire, très important aussi. Ça finalement, ça peut nous amener justement vers les bonnes ressources parce qu'il y a toutes sortes de situations. Ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a perdu un enfant, par exemple. Puis bon, le chat de l'enfant en question, on le recueille. Et puis après ça, évidemment, imaginez quand l'animal va décéder. Imagine, c'est un double deuil. C'est fou. Ça peut être. On peut être les gens peuvent se retrouver en situation de détresse là, dans une situation de deuil animalier. L'animal vient alors prendre la place pas la place, mais en quelque sorte représente un petit peu la présence de l'enfant ou enfin de l'être aimé ou qu'importe. Ouais. Ça ajoute énormément à la profondeur du deuil. Puis c'est sûr que lorsque eux, ils ont vécu un deuil il y a quelques années, ça fait remonter bien évidemment toutes les émotions du précédent deuil. Là. Donc, comme je vous dis, très intense. L'important, c'est d'anticiper l'étendue des problèmes, peu importe. C'est en milieu animalier, là, on est comme dans toute chose, I guess, là, mais c'est vraiment encore des systèmes imparfaits, mais il faut vraiment comme s'armer dès le départ, planifier, puis en parler autour de soi pour être sûr d'avoir tout le support puis les ressources possibles pour nous aider à cheminer à travers les situations. Exactement. Je suis quand même persuadée qu'aujourd'hui, de plus en plus de psychologues et de thérapeutes reçoivent des gens endeuillés par la perte d'un animal, ce que les gens ne faisaient pas non plus avant. Aller consulter et aller chercher de l'aide. Oui, les gens étaient... En fait, je pense que les gens demeurent encore un peu gênés de parler de leur peine. Parce que parfois, ça peut être très intense et, c'est ça, c'est pas toujours bien reçu de la part, parfois, de son entourage. Alors, vraiment, s'ouvrir à ça, c'est une réalité de plus en plus grandissante, parce que, finalement, on sait que les animaux de compagnie, là, bien des gens habitent avec des animaux de compagnie. Là, c'est très répandu, surtout depuis la pandémie. Il y en a
encore davantage. D'ailleurs, on a un peu de mal à trouver des vétérinaires à cause de ça. Vous êtes très occupés. On sait qu'il y a comme plus que la moitié des foyers québécois qui en ont maintenant. Donc, c'est effectivement très répandu d'avoir un animal de compagnie. On sait l'importance qu'ils ont maintenant à travers dans notre société, là, qu'ils ont leur part entière. Donc, mais merci de nous permettre d'en parler, justement, du deuil animalier. Je pense que juste d'en parler, ça aide à ouvrir les esprits sur le fait que ce deuil-là, il est légitime. Oui, tout à fait. Merci Valérie Bissonnette, ça a été un plaisir. Ben, pour moi aussi. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Oui, Bye bye. parfait. Merci, au revoir. La suite de Aime l'été. Alors là, on va demeurer encore, Nathalie, dans les animaux, monde animalier, le monde ouais. animalier, tout à fait. Alors, et là, on va parler avec Nathalie Jredini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'éducation de Écomuséum. Alors ça, c'est un zoo qui est situé à Montréal, dans l'ouest de l'île. Alors écoutez, franchement, je ne connaissais pas du tout et c'est un zoo très particulier en plus. Alors vraiment, c'est à connaître. Je pense, oui, vous ouvrez évidemment votre zoo aux jeunes, bien entendu, hein, les garderies, tout ça. Mais pour le public, grand public, est-ce que, bon, on vous connaît pas tant que ça? D'accord. Je vous donne un petit aperçu de qui on est, comment on a été conçu. Donc, le Zoo Écomuséum, c'est une institution zoologique. Donc, on a des animaux vivants. Et nous sommes un organisme sans but lucratif. Et on a ouvert nos portes en 1988, donc on n'est pas nécessairement nouveau. Mais on a ouvert nos portes avec le but d'ajouter des activités éducatives et des projets de conservation et de recherche pour une société qui existait déjà dans le temps, qui s'appelle la Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent. Donc, cette société, par conséquent, le zoo a été fondé par un professeur à l'Université McGill, Dr. Bider. Donc, comme vous l'avez déjà dit, nous offrons plein d'activités scolaires, même pour les garderies, les CPE, les maternelles et les jeunes de tout âge. Et on touche plus de 35 000 jeunes qui participent à nos activités éducatives, qui réservent des contrats avec nous. Mais l'éducation n'est pas seulement, vu que l'éducation, c'est une de nos missions principales au zoo, on veut vraiment que chaque visite au zoo soit éducative, que ce soit avec nos panneaux qu'on a sur site, avec plein d'informations, nos affiches sur les animaux, mais aussi avec des présentations saisonnières qui suivent des thématiques selon la saison. Mais oui, là, on est présentement dans les, comment on dit ça, les Olympiques. Exactement. Donc, les Olympiques. Et ça, c'est expliquer juste. En fait, là, on va juste situer quand même le cadre. En fait, vous mettez en valeur la faune québécoise d'abord, dans un cadre naturel. Ça, c'est important de le dire. Hein? Et puis, tout est pensé pour s'assurer que, en fait, que les animaux soient bien. C'est vraiment axé sur le bien-être des animaux parce que ce sont des animaux qui sont non réhabilitables en milieu naturel. Exactement. Donc, comme on disait, on a 3 missions principales ici, dont l'éducation, mais aussi le bien-être animal. C'est une des 3 raisons ou missions principales qu'on a ici au zoo. Donc, dans le cadre de cette mission, tous nos animaux sont considérés non relâchables en nature. Ils étaient soit trouvés blessés, soit orphelins dans le cadre d'animaux qui ont besoin de soins parentaux pour survivre en nature. Alors, la plupart des mammifères, par exemple. Ou même, ils ont été
ils sont nés sous soins humains. Donc, dans ces conditions-là, ils sont trop habitués aux humains. Et donc, on les reçoit chez nous. Donc, on n'est pas un refuge de réhabilitation d'animaux. Alors, les animaux qu'on a sous nos soins au zoo vont y rester et continuer leur vie chez nous. Alors, c'est ça. Donc, et puis, ben, évidemment, on profite de ces animaux-là pour les voir dans un cadre naturel. C'est ça qui est bien. Alors, vous êtes situé dans l'ouest de l'île, là, vraiment, c'est dans le secteur de quoi, Sainte-Anne-de-Bellevue, je pense? Exactement, c'est à Sainte-Anne-de-Bellevue et le site lui-même, dans le temps, était un site de décharge quand ils étaient en train de construire l'autoroute 40 Ouest. Alors, c'est juste à la sortie de l'autoroute à Sainte-Anne-de-Bellevue avant de sortir de l'île de Montréal. Donc, avec la conception du zoo, on redonne la beauté au site dans cette façon naturelle. Donc, même tous les bâtiments qu'on a conçus, tous les habitats, les aires de vie des animaux sont tous aussi naturels que possible. Ils ont accès à tout ce dont ils ont besoin, à tout ce dont ils utilisent en nature, que ce soit des plateformes, des perchoirs, des cachettes. Ce qui est très important à mettre en valeur, que nous donnons la possibilité à nos animaux de se cacher s'ils le veulent, s'ils ne veulent pas. Il faut les chercher, donc. Justement, moi, je suis curieuse, quand on parle, quel type d'animaux? Nommez-moi-en quelques-uns, si je vais au zoo, qu'est-ce que je vais voir? On a tout de ratons laveurs, d'animaux urbains, mais aussi des loups gris, des renards arctiques, des lynx, bien sûr plusieurs oiseaux de proie comme l'aigle royal, le plus grand oiseau de proie qu'on trouve ici en Amérique du Nord, semblable au pirgag à tête blanche, des chouettes et des hiboux. Puis aussi, on a des amphibiens et des reptiles sur site. On a une portion à l'intérieur, dans le sous-sol du pavillon principal. On a plusieurs terrariums et c'est là où on peut trouver les amphibiens et les reptiles. Une petite collection de poissons pour l'instant, mais on a la plupart des espèces d'amphibiens et reptiles qu'on trouve dans la vallée du Saint-Laurent. Et bien sûr, sur site, vu que c'est un site naturel à l'extérieur, on peut même voir plusieurs amphibiens, même les entendre dans les marais qu'on a sur site et les étangs. Alors, c'est ça. Donc, on peut devoir les chercher un tout petit peu, mais ça ajoute au plaisir. Et puis, on peut leur donner, vous invitez des fois les enfants, justement, il y a des activités comme ça pour préparer le repas. Alors, il y a plein de choses amusantes. Exactement. Donc, dans ces activités où on prépare le repas, ce n'est pas juste question de préparer la nourriture, mais vraiment, c'est toute l'expérience de connaître l'animal, avoir un peu le sens de c'est quoi le domaine d'un animalier. Alors, les personnes qui s'occupent des animaux, que ce soit de les nourrir ou même de les stimuler. Donc, la préparation du repas, c'est une activité, on appelle ça un enrichissement pour les animaux. Donc, on fait que ça soit un peu difficile à obtenir la nourriture. On utilise notre créativité pour créer un type de, soit un jouet, un casse-tête pour les animaux, un peu comme ce qu'on fait avec les animaux de compagnie. Je ne sais pas si vous êtes oui. content avec ça. C'est juste de faire en sorte qu'ils sont aussi stimulés que possible, vu qu'ils sont pas en nature, ils n'ont pas besoin de chasser pour trouver leur nourriture. Et c'est une façon de les entraîner et de leur donner la chance d'utiliser tous ces... toutes ces caractères et voilà. en nature, exactement. Tout à fait. Il y a aussi Génie, votre ours noir qui est présent. Oui. Et puis, d'ailleurs, c'est drôle parce que, évidemment, ça a été, on sait que ça a été, ce sont des années très chaudes. L'hiver dernier, ça a été plus chaud que normal, bien sûr. Et puis, l'ours Génie, en fait, c'est son nom, là, est sorti de son hibernation plus tôt que prévu. Il est meilleur que la marmotte, apparemment, pour prévoir le printemps. OK, vous êtes au courant avec oui, exactement, notre directeur général. C'est ça qu'il aime dire, que c'est exactement ça. Notre ours noir est meilleur à prévoir l'arrivée du printemps. Le temps avec... oui, il est sorti mais plus c'est tôt. ça, il sort de l'hivernation et
c'est le fait qu'ils hivernent et non pas hibernent. Donc, ils sont moins actifs. Ils sont plus actifs plutôt c'est pas de l'hibernation, c'est plus, vous dites hibernation. Exactement, donc ce n'est pas un sommeil profond. D'accord. Donc, c'est ça, Ginny est sortie de son hibernation au début de mars cette année. Et voilà, elle est restée endormie, entre guillemets, pour une plus courte période de temps, mais ce n'était pas la première fois qu'elle sort aussitôt, donc c'est vraiment, ça dépend des années et voilà, on a eu une année assez chaude. En ce moment, on voit que c'est très chaud aussi. Donc, il y a un impact, oui, c'est ça. Et je voulais juste finir avec les Olympiques, là, parce que effectivement, c'est on va à la rencontre des champions de la nature. Quel animal gagnerait, par exemple, l'épreuve du saut en longueur? Qui a la vue la plus perçante? Enfin, toutes des choses qu'on peut faire dans le cadre de cette activité, notamment. Parce que là, c'est tout ce qu'on a comme temps pour parler de ce zoo très particulier dans l'ouest de l'île. Alors, vraiment, ça vaut la peine, l'Écomuséum. Merci, Nathalie Jredini, d'être venue nous parler de ça. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et c'est déjà tout pour Aime l'été aujourd'hui. Alors, c'était notre première journée de la semaine. Bien, ça continue demain. Oui, on va avoir une belle semaine. Tout à fait. Entre midi et 13h, demain, on sera là. Et j'espère que vous aussi, vous serez là. Alors, au revoir. Passez un bon après-midi et à demain.